Bonjour. Petite musique légère ce matin. Petite balade. Mais je fais pas cette vidéo pour vous faire écouter de la musique. On n'a pas de musique de fond. Oh. Bon matin, mes chers frères, mes frères et sœurs. Tout d'abord, en me levant ce matin très tôt, un très beau ciel, orangé, jaune. Et qu'est-ce que j'entends? Les oies. Quelques beaux veaux de l'oie qui sont passés. J'ai essayé de les prendre en photo, mais j'étais un peu haut, puis avec mon petit appareil, c'était un peu juste. Les arbres prennent des couleurs magnifiques, des rouges étranges, des oranges feux, des jaunes d'or. La nature se transforme, s'illumine, de belles couleurs, des couleurs qui donnent des puissances particulières au vert, qui sont encore bien présents. L'automne est là. L'automne est bien là. Alors ce matin, je voulais vous entretenir sur un sujet, sur l'argent. Encore? Ben oui, encore. Il y a tellement de façons d'en parler, tellement de manières différentes de parler de l'argent. Et là, je vais vous raconter une aventure que j'ai vécue avec l'argent. Tout d'abord, dire que dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'argent, beaucoup, à pouvoir dépenser des sommes importantes comme ça. Et aussi, pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Donc c'était à l'époque où, lorsque j'étais encore dans mes activités commerciales, celle-ci m'a mené souvent en Afrique noire. Et je me rappelle une anecdote assez savoureuse qui donne un regard très particulier sur le pouvoir et l'argent. J'étais à Kampala, voilà de ça une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, disons cette période-là. Après être atterri à l'aéroport international d'Entebbe, célèbre à l'époque où on avait envoyé, l'armée française avait envoyé une troupe d'élite pour récupérer des otages, bref, qui étaient venus sur l'aéroport, et pas des grands mouvements palestiniens. Et c'était à l'époque du général Idi Amin Dada. L'aéroport porte encore les traces de ces événements guerriers, et la capitale aussi. Donc après être sorti des tracas douaniers de l'aéroport, tracas douaniers en général de l'Afrique, c'est toujours... les douanes africaines, c'est toujours un événement. Je prends un taxi et je me rends à mon hôtel, un hôtel de classe, comme j'avais l'habitude, où j'avais l'habitude d'aller, les hôtels style Hilton ou Sheraton, pour ceux qui connaissent.
$1500 la nuit, $2000 la nuit. Une note pour une semaine de $15 000. Voilà. Ce genre d'hôtel. Celui-ci, entre autres, il s'appelait le Nile Hotel, l'hôtel du Nil, puisque l'Ouganda longe le grand lac Victoria, dont on estime que le Nil prendrait sa source à compter de ces lacs-là. C'est un très très beau pays, j'ai adoré l'Ouganda. Ça ressemble beaucoup à tous ces pays le long des grands lacs, là, comme le Rwanda, en dessous, juste, j'ai oublié le nom, le petit pays juste en dessous. Enfin, c'est un pays très collinaire, beaucoup de collines, une énorme végétation. On a beau être sur l'équateur, un aspect très tropical, c'est les grands oiseaux, les marabouts qui viennent vous voir, c'est très impressionnant un marabout, ça fait peur, je suis pas bien rassuré. Des hippos dans l'eau, des hippopotames, enfin, l'Afrique comme on peut l'imaginer. Et Kampala est sur des collines comme ça, surgit un peu au milieu de la brousse, quoi. Enfin pas la brousse, ouais, la forêt équatoriale très riche, très végétative. Au milieu des immeubles, et puis en bas de la ville, comme d'habitude, des grands bidonvilles, toute cette population qui était souvent déracinée suite aux guerres et aux événements dramatiques que ces pays ont vécu. Ces bidonvilles où une vie extraordinaire s'y passe. C'est l'endroit où je travaillais. J'habitais dans les grands hôtels et je travaillais dans... Mes clients étaient dans les bidonvilles. Mes clients, disons... les clients de mes clients, voilà. Parce que je vendais à des importateurs qui, eux, n'habitaient pas dans les bidonvilles. Du tout, du tout. C'était des gens riches, très fortunés, avec qui je travaillais, hommes et femmes. Et là, entre autres, dans ce pays, ça fait la deuxième fois que je venais, ou la troisième fois. Je me demande si j'y allais vraiment pour faire des affaires, ou vraiment pour le goût de ce pays. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché à l'époque. La jeunesse des gens, déjà. Beaucoup de... Les gens étaient jeunes, en moyenne d'âge, je ne pourrais pas dire, mais... On trouvait des gens à grande responsabilité qui avaient 30 ans, 25 ans, 27 ans, 20 ans. Des pères et des mères à 16 ans, 17 ans. Un décalage vers la jeunesse, quoi, un petit peu dans par rapport à nos pays occidentaux. J'ai beaucoup aimé le lac Victoria, bien sûr. Même si, hélas, aujourd'hui, avec l'industrie le fameux panga, là, c'est les gens qui aiment bien ce fameux poisson, la perche du Nil, qu'on a laissé se développer pour les intérêts de quelques-uns de façon, je crois, complètement anarchique dans ce lac. On appelle ça un lac, bon, ça ressemble plutôt à une mer. C'est pas la Méditerranée, mais c'est quand même immense. Pas combien ça peut faire, mais ça passe à la nage. Et même en bateau, il faut avoir ses provisions d'essence. Et donc autour de ce lac, il y avait plein de villages, évidemment, tradition des villages de pêcheurs. Et en ayant installé cette perche, cette fameuse perche du Nil, qui est un poisson qui peut devenir énorme, même si aujourd'hui on n'en trouve plus que des petits. Quand je dis petits, c'est des poissons maximum qui doivent faire peut-être, je sais pas, pour ce qui est de la mesure ici, on va dire 2-3 pieds maximum. En français, on va dire, en langue métrique, peut-être 70-80 cm pour les plus grosses. Alors que c'est des animaux qui peuvent faire une demi-tonne, 500 kg, pour peut-être 7 pieds de long, 7 ou 8 pieds de long et 2 mètres, quoi, 2-3 mètres. Ce poisson a envahi tout l'espace, c'est un carnassier, très gros carnassier, et qui mange tout, quoi. Et donc a quasiment mangé tous les poissons, qui fait que pas mal de pêcheurs se sont retrouvés à pu prendre leur poisson traditionnel, et surtout se retrouver à prendre que de la perche. Et oui, que le même poisson. Voulu par certains. Bah oui, si tu veux vendre ton poisson, c'est le certain qui fait le prix. Qui t'explique comment le vendre, pour les Européens. Et c'est vrai que c'est bon. C'est goûteux. C'est très goûteux comme poisson. C'est comme de la perche européenne. C'est un très très goûteux. Mais là n'était pas le sujet de ce que je voulais vous exprimer. Bien que si on y regarde un peu, on voit quand même que le pouvoir de l'argent, là, même sur cette histoire. Donc me voilà arrivé à Entebbe, je passe les douanes, je prends mon chauffeur de taxi,
Et on part à l'hôtel, l'aéroport est à peu près à, je sais pas, 50 km à peu près. Enfin, une bonne heure de route, hein, quoi, de la capitale, hein, je me rappelle. J'arrive à l'hôtel et j'avais pas d'argent du tout sur moi, enfin j'avais que des dollars, je crois, mais des dollars américains. Et donc il fallait que je paye mon chauffeur de taxi, donc je lui dis, bah écoute, en plus on avait discuté un peu pendant le voyage. Il m'avait semblé quelqu'un d'intéressant parce que j'utilisais beaucoup pour mes affaires, pour savoir qui, que, quoi, donc où. J'utilisais beaucoup les services des chauffeurs de taxi, entre autres. Ils sont souvent au courant de pas mal de choses, s'ils sont malins. Ou les portiers, le petit personnel dans les hôtels. Donc, et lui, on avait bien sympathisé. C'était un jeune, un peu plus jeune que moi à l'époque. Je devais avoir une trentaine d'années, 30-35 ans peut-être j'avais. 40 disons maxi, quoi. Et lui il doit en avoir une vingtaine. Mais avec toute la maturité d'un homme déjà d'expérience. Parce qu'à 20 ans, là-bas, on n'est pas rare qu'on soit papa, déjà d'enfants, qu'on ait des vraies responsabilités de famille depuis bien longtemps, qu'on œuvre déjà à nourrir les siens, qu'on soit même convié à prendre des décisions, voire à donner son avis au sein des réunions des hommes ou des femmes, selon qui on est. Nous sommes déjà des acteurs à 20 ans, des vrais acteurs de la vie sociale, du groupe humain, qui résident dans ces magiques contrées que sont l'Afrique équatoriale, entre autres. Donc je dis à mon chauffeur, bah, tu m'attends ici, enfin tu sors les bagages, et puis tu m'attends, mais par contre j'aurai besoin de toi. Je suis là pour une semaine si tu veux. Alors, t'es enchanté, bien sûr. Je lui dis, bon, l'argent, on verra tout ça après, sachant que quoi que je lui donne, je lui donnerai largement plus que ce qu'il pourrait espérer. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, pour lui donner quand même quelque chose là tout de suite, j'arrive à l'hôtel, je lui dis, je vois le cachère, c'est le gars qui s'occupe un peu à la réception, là, voilà, le gars de la réception, l'homme qui sait un petit peu tout, qui est au courant de tout, quoi. Je lui dis bonjour, j'ai réservé, il me dit oui, effectivement, je lui dis voilà, maintenant j'ai un petit souci, j'aurais besoin d'un peu de sous, là, local, là, pour donner au chauffeur qui m'attend, là. Donc j'ai 1000 $, vous pouvez me changer 1000 $ en monnaie locale, et afin que je puisse donner quelque chose à ce monsieur. Et le gars me regarde avec des yeux incroyables, il me dit, attends, je vais appeler le directeur. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il disparaît une minute. 2 minutes après, il y a un petit monsieur qui arrive avec un beau costume bleu nuit. Un monsieur avec une belle couleur de peau, un noir bronzé, noir cuivré, tout rond, jeune, un peu suave, très, très amène. Hello sir, machin, truc, enfin bref. Nous sommes vraiment désolés, tout de suite, nous ne pouvons pas satisfaire à votre demande. Comment ça va être un hôtel international, classe internationale. Vous pouvez pas me changer 1000 $? Le gars était vraiment très gêné, il m'a dit, pas maintenant en tout cas, demain si vous voulez, mais pas maintenant. Je lui dis, mon chauffeur, il me dit, vous occupez pas, on va régler ça. Je lui dis, non, vous allez régler ça, mais gentiment avec lui. Je travaille avec moi pour la semaine, donc vous lui donnez correctement les choses, et puis vous lui dites que je l'attends demain matin. Bon, ils font le nécessaire, et puis je lui dis, je prends les clés de ma chambre, on m'accompagne, puis on me dit, demain matin, on va venir vous voir avec votre change. Bon, je lui dis, ok, je vais me reposer, j'étais quand même bien épuisé. Je profite de ma chambre, avec une super belle vue en hauteur sur toute la ville de Kampala. Il y avait un beau soleil, là, il faisait encore jour. Il y avait des marabouts qui étaient installés dans les grands arbres juste en face de chez moi. J'ai eu une expérience avec ces oiseaux là un peu qui fait que je m'en méfie vraiment. Ils sont presque aussi grands qu'un homme. Ils sont pas peur de nous du tout. C'est des grosses cigognes quoi. Hein. Donc je les regarde de loin un peu, puis il y avait des perroquets, wow, c'était très très beau, ça m'a reposé tout de suite. 1 heure assis un peu loin de la trépidation de l'aéroport, l'avion, la route cahotant, dans un taxi plus ou moins confortable. Puis là, à l'arrivée à l'hôtel, un peu. Bref, j'avais besoin de me retrouver un petit peu dans. Et c'est vrai que là, c'était magnifique. La nature qui se découpait. La ville pas trop bruyante, on est en hauteur, dans un hôtel retiré quand même. Un endroit calme, trop odorant d'ailleurs.
Il arrive des fois qu'en Afrique, en ville, les odeurs soient un peu surprenantes. Mais là, non, c'était beau. Faut pas dire mieux, c'était beau. J'ai vraiment aimé beaucoup ce pays. J'ai vraiment beaucoup aimé. Bien sûr, je fais mon petit repas du soir, puis je vais dormir. Le matin, je suis quelqu'un qui se lève tôt, mais là, je n'étais pas trop bien levé. Et on me réveille par téléphone avec un sorry, vraiment désolé. Mais ce que vous nous avez demandé hier, est-ce qu'on peut monter pour vous voir à ce propos? Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Écoutez, je me prépare, petit déjeuner, mais il faut venir tous en même temps. Une heure après, les gens arrivent. J'aurais demandé une heure. Tape à la porte. Hein. Et puis je revois le directeur, très, très dévoué, très servile, voilà, chercher le mot, accueillant, amène, avec deux personnes à côté de lui, et chacun portant une valise à la main. Petit attaché-caisse, on appelait ça à l'époque. Je ne sais pas si ça existe toujours, ça, les attachés-caisses. C'était une sorte de petite valisette qui fermait, qui faisait un peu office de porte-documents, on dit des porte-documents aujourd'hui. Bon, enfin bref. Avec deux attachés-caisses. Donc il me dit, est-ce qu'on peut rentrer? Et puis il a l'air de vouloir me confier quelque chose d'extraordinaire. Je dis, bon, ben, je t'en prie, je les reçois dans la première partie de ma chambre. Il y a un petit salon. Et puis il me dit, voilà, on a été chercher très tôt ce matin à la banque l'argent que vous nous aviez demandé. Vous savez, ça fait beaucoup. Hein. Je dis, ah bon, tant que ça? Et là, qu'il m'ouvre pas avec deux attachés-caisses devant moi, plein d'argent, tout neuf, en billets de 5000 shillings ougandais, 5000 shillings ougandais. C'est des beaux billets, les billets africains, des billets très colorés, assez grands, très colorés, très kitsch. Et puis ils étaient tous empaquetés par, je ne sais plus, paquet de 20, je crois, des trucs comme ça. Donc des paquets de 100 000 shillings ougandais, sûrement. Et il y en avait deux valises pleines. Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, c'est les $1000 que vous nous avez demandé, en change. Et à combien? Je ne sais plus. Il m'a dit, je ne me rappelle plus la somme, mais des dizaines de millions, quoi. Ah bon. D'accord. Bon, je regarde quand même. Quand j'avais regardé la carte des menus, je me comprenais mieux la veille. Hein. À l'époque, un petit whisky, ça valait pas loin de 70 000. Donc je comprends qu'il fallait des millions, effectivement, pour vivre à l'hôtel. Ça, c'est certain. Hein. Il dit, oh, d'accord. Ok, ben merci. Je signe les papiers, ben ça, puis ils sont bons. Il me voilà avec deux valises pleines d'argent. C'est la première fois de ma vie que j'avais autant d'argent sur moi. J'ai déjà eu beaucoup d'argent en liquide, puisque mon activité me le permettait. Mais en volume, pas en somme, mais en volume, je crois que j'avais jamais eu autant. Il y a peut-être l'équivalent, j'en sais rien, moi. 10 kilos d'argent. Quelque chose comme ça. Des petites tiasses toutes neuves, emballées sous film plastique. Hein. Alors il faut savoir que quand on est en Afrique, dans les hôtels d'affaires, en général, on reçoit que des billets neufs. Je pense qu'aussi en Europe, c'est pareil. Hein. J'ai observé ça dans les grands hôtels, c'est que des billets neufs, première main. Hein. Il n'y a jamais personne d'autre avant vous qui les a touchés. Il faut dire qu'en Afrique, les billets, lorsqu'ils sont passés dans les milieux populaires, j'en ai vu qui avaient des allures incroyables. Hein. Même plus les numéros, il n'y avait plus rien. Hein. Là, j'étais tout neuf, tout beau. Hein. Dans les paquets, je ne sais plus. Alors bon, matin, j'avais des choses à faire. D'ailleurs, le chauffeur de taxi devait m'attendre. Donc je prends, je sais pas, quelques paquets, j'essaie d'en mettre un peu dans mes poches, là. Des paquets. Pour chercher pour savoir ce que c'était, parce que pour moi déjà, un paquet, ça devait représenter $1, un truc comme ça, vu le nombre de paquets qu'il y avait. Bon, il n'y avait peut-être pas 1000 paquets, mais bon, mettons 200 paquets, ça fait quoi, $5 le paquet. Là. Chacun faisant 100 000 shillings kenyans, ça devait être cet ordre-là, le change, quelque chose comme ça. Donc me voilà tout équipé avec mon argent, je descends à l'hôtel, super belle journée comme d'habitude. C'est la bonne saison, il ne pleuvait pas, la saison chaude, la saison intermédiaire entre les deux. Je vois mon chauffeur qui m'attendait, qui me voit heureux bien sûr de me voir et tout. Content, je crois que la veille il l'avait reçu quand même correctement à l'hôtel. Que souvent dans les grands hôtels ils ont tendance à chasser un peu les gens qui ne sont pas de leur équipe. Hein. Mais chasser de façon pas confortable. Hein. Ça peut être avec le bâton. Hein. J'ai déjà vu ça. Enfin là, j'avais donné les consignes de ne pas toucher ce monsieur. Il travaillait avec moi, donc ils ont été corrects avec lui. Il m'attendait dans sa... Je ne sais plus ce que c'était, une vieille japonaise. Qui marchait quand même. Hein. Pas très confortable, mais enfin bref.
Du coup, je décide de me mettre à l'avant, parce que l'arrière, hier, la veille, j'avais quand même eu mal un peu au cul. Hein. Ça avait trop sauté. À l'avant, ça me paraissait mieux. Moi, je mets à l'avant, il était un peu surpris. Je lui dis non, c'est bon. Et puis, je lui demande. Alors, je utilisais souvent le service de ces gens-là pour m'aider, à me guider dans les milieux populaires. Parce que j'allais toujours sur place pour essayer de trouver, comprendre un peu la destination de mes produits. Il faut dire que ce que je vendais à l'époque et que je produisais, donc c'était des vêtements d'occasion, qu'on appelle de la fripe, en très gros volume. Donc j'avais une entreprise en Europe qui collectait, triait, rangeait, organisait, conditionnait, expédiait une partie, entre autres, sur le continent africain. Et je venais là donc développer certains types de produits que j'avais du mal à vendre sur d'autres pays ou en Europe ou ailleurs. Et pour ça, j'avais besoin de rencontrer, de comprendre comment fonctionne un peu l'activité localement, en voir la pratique. Et puis après, je trouvais les importateurs qui sont. Donc on part dans ces milieux un peu populaires. Et puis, après avoir fait nos affaires le matin, à un moment, on a faim. Enfin, j'ai faim, un petit peu. On est un peu sur la route, sorti des bidonvilles, je ne sais plus vers où on allait. Je lui dis, ben, dès que tu vois une petite cabane, un petit resto, un petit restaurant, en gros, une petite cabane, une planche, un bon barbecue, quelque chose comme ça, deux, trois petites tables avec des chaises et un peu d'ombre. Et il y avait des fois des petits restaurants comme ça, je dis, tu t'arrêtes et puis on va manger. Donc je vois un truc, on s'arrête sur le bord de la route, un peu en sécure quand même, pas trop près du bord de la route. Et donc je descends, et je commande, je sais plus, une omelette à l'époque, un truc comme ça. Je lui dis, vas-y, assis-toi, il mange, lui, pareil, il mange manioc, omelette, poisson, des choses comme ça. Du whisky, à l'époque, je buvais beaucoup de whisky. Moi, j'ai pris une demi-bouteille de whisky, parce que c'est comme ça que ça sert là-bas, un peu. Bon, j'ai pas bu la demi-bouteille, mais j'ai bien dû en boire un verre ou deux. Et puis, je demande l'addition, et à ce moment-là, je m'amène une note sur laquelle il y avait marqué, je sais plus, 11 shillings ougandais, 11. Moi, j'ai que des billets de 5000. Alors, moi, on demande 11 pour un repas complet pour deux personnes. Et j'ai rien d'autre, moi. Je dis au chauffeur, mais il dit, mais avec 5000, là, jamais ils vont vous prendre le billet. Hein. Ils n'ont pas la monnaie, il n'y a personne qui échange ça ici. Hein. Et ah bon, ouais, tu pas, tout d'un coup, j'ai trop d'argent. Trop d'argent. Mon argent, ça marche pas. Là, il y a l'endroit où je vais, il faut des pièces, de la monnaie. Ben, je lui dis, écoute, tu t'en occupes. Il me dit, ben, bien sûr que lui, il a payé le repas, et puis évidemment, je lui ai donné un billet de 5000. Lui, il savait faire, ben, évidemment. Lui, il savait travailler avec les gens qui travaillent avec ses billets. J'avoue que surpris, sur le coup, j'étais quand même très très surpris. Hein. C'est pas mon première affaire en Afrique. J'avais déjà vu ça un peu avec les shillings kenyans, d'autres endroits, mais pas à ce point-là quand même. Par contre, en Afrique de l'Ouest, de l'autre côté, c'est complètement différent. Mais là, on est en Afrique de l'Est. Ça m'a quand même bien troublé, cette histoire. Ça m'a mené à réflexion, quand même. Oui, effectivement, j'étais riche. Par rapport à eux, j'étais immensément riche. Tellement riche que quelque part, mon argent ne servait à rien du tout. Trop riche pour un pauvre. On entend ça? Voilà ce genre d'expérience que j'ai vécue. J'avais trop d'argent pour quelqu'un qui en avait quasiment pas du tout. Le croyez-vous, ça? Bien sûr, lorsque j'étais à l'hôtel ou dans les restaurants qui avaient l'habitude de travailler avec les hommes d'affaires ou le tourisme international, c'est évident que mes billets correspondaient parfaitement aux factures. Mais le peuple, les gens qui œuvrent, ceux qui construisent les routes, qui construisent les maisons, qui font qu'il y a de l'électricité qui arrive chez vous, que l'eau arrive chez vous, même s'ils n'ont pas chez eux.
Ouais, les gens qui travaillent, qui binent et qui bêchent et qui labourent la terre pour ressortir le grain avec lequel on fait le pain qu'ils font eux-mêmes. Tous ces gens qui ont le talent, à travers des tissus incroyables, de vous faire des vêtements d'une beauté magnifique, sur mesure, tout de suite maintenant, à vos ordres, à votre destination. Ces gens qui fabriquent les meubles, ces ébénistes qui travaillent à partir d'un bout de bois qui vous transforment ça en œuvre d'art, dans lequel, avec confort, on pourra s'y asseoir, s'y installer. Oui, tout ce peuple. Ces petits fonctionnaires, bon, qui sont certainement pas en Afrique les plus... Bon. Ouais, tout ce peuple, tous ces gens qui œuvrent et qui font qu'un pays est un pays, qu'une activité s'y développe, que des exploiteurs peuvent venir exploiter quelque chose, parce qu'il y a des gens justement qui vivent là. Eh bien ces gens-là, ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir même échanger avec ceux qui les gouvernent et qui les exploitent. C'est ça. C'est ça que je voulais exprimer à travers cette vidéo. Le pouvoir de l'argent, oui. Trop riche pour pouvoir acheter chez les pauvres. Voilà ce que j'ai vécu, entre autres en Afrique noire. Étonnant, n'est-ce pas, hein? Pas de musique? Bye bye. Bonne journée.